Dimanche 21 juin, l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Colombie. Le nouveau président, Abelardo de la Espriella, a mis fin à la première alternance de gauche du pays. Proche de Donald Trump, inspiré par certains de ses voisins, celui que l'on surnomme le Tigre prône une ligne ultra-conservatrice. Que raconte cette victoire? Comment expliquer la vague d'extrême droite qui déferle sur l'Amérique latine? Bonjour Valentina Santamaria. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous d'être présente sur France Culture ce matin. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine à l'Université Paris 3. Et je crois savoir que vous avez été en Colombie pour ce début de campagne présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques impressions de terrain? Oui, là je viens de revenir il y a quelques semaines à peine de la Colombie. Et en fait, pour moi, ça a été... mon sujet n'est pas nécessairement dans la politique partisane ou politique électorale. En fait, c'est surtout le mouvement anti-genre qui s'oppose particulièrement à la dépénalisation de l'avortement en Colombie et les mouvements chrétiens, comment ils se positionnent par rapport à ça. Et en fait, c'est un peu dans ce cadre que j'ai commencé à suivre Abelardo de la Espriella, surtout plusieurs de ses militantes, surtout des femmes, et quelques-unes de ses élus maintenant. Qui est-il? Bon, Abelardo de la Espriella, c'est un peu un nouveau personnage qui n'est pas si nouveau, même dans la politique partisane. C'est quelqu'un, en fait, qui se présente comme un entrepreneur et un avocat. En fait, c'est un avocat pénaliste assez connu dans la Colombie, en Colombie depuis très longtemps. Et il s'est positionné, il a été visibilisé surtout sur plusieurs procès assez historiques. Plusieurs aussi qui ont des liens avec le paramilitarisme, donc des groupes armés aussi proches avec le narcotrafic, mais aussi avec par exemple un procès très marquant sur un cas de féminicide qui a aussi aidé beaucoup à un peu visibiliser le sujet et le mettre à l'agenda dans la politique partisane colombienne. Donc disons c'est un personnage assez complexe qui se présente vraiment comme un entrepreneur, quelqu'un d'assez authentique, en tout cas sans filtre dans sa manière de parler de la politique, mais qui est déjà médiatisé depuis des années en Colombie et qui est déjà connu par le grand public. Colombia, aquí está tu presidente. Colombie, voici ton président. Oui, nous pouvons rétablir l'ordre. Oui, nous pouvons rétablir la République. Recuperar el orden. Si podemos reconstruir la República. Oui, Si podemos nous pouvons gouverner cero corrupción. sans corruption. Si Oui, podemos nous pouvons faire de la Colombie, grâce au soutien et à la ferveur du peuple colombien, et avec l'aide de Dieu, une patrie miraculeuse. Je viens de traduire le nouveau président colombien dont on parle ensemble, Abelardo de la Espriella, qui a été élu donc le 22 juin dernier. Comment pourriez-vous le décrire d'un point de vue politique? Antisystème, populiste, d'extrême droite, ultra-conservateur, proche de Donald Trump? Est-ce qu'il y a un des qualificatifs, une des expressions qui vous paraît la plus adaptée? Moi, je dirais que sur le plan partisan, c'est-à-dire d'où il se positionne dans le paysage partisan colombien, on pourrait dire qu'il est à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus à droite que beaucoup d'autres partis politiques, alors que la Colombie est quand même marquée par une prolifération des acteurs et des partis et des mouvements politiques à droite. Mais on pourrait dire qu'il est encore plus à droite que la droite qui a été beaucoup au pouvoir dans le passé, qui est la droite uribiste qu'on pourrait qualifier d'autoritaire. Donc on pourrait dire qu'il est d'extrême droite. Son parti, il est devenu d'extrême droite, alors que c'est un parti historique qui vient de la droite conservatrice catholique colombienne. Mais en fait, lui, il est aussi quelqu'un qui prône surtout, pas nécessairement dans son programme politique, mais plus dans ses discours, comme on a pu l'entendre, une ligne idéologique assez conservatrice. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est ultra conservateur. En tout cas, c'est très conservateur. Il parle beaucoup de valeurs fondationnelles, de la famille nucléaire, famille traditionnelle. Il est opposé à l'avortement, entre autres sujets. Est-ce que, pour rester un tout petit peu sur la politique, et ensuite on va venir à ses inspirations sur le continent, hein, mais est-ce que on peut dire aussi que c'est une défaite finalement du président sortant, Gustavo Petro, qui ne se représentait pas, mais de son camp? Est-ce que c'est sa défaite ou c'est la victoire de ce nouveau président, Abelardo de la Espriella? En fait, on peut dire que le gouvernement sortant, le gouvernement de Gustavo Petro du Pacto Histórico, ça a un peu été le premier gouvernement de gauche en Colombie, d'une gauche en plus qui se présentait comme assez progressiste et émanant un peu des mouvements sociaux ce qu'on appelle l'estallido social en 2021, qui a été un mouvement populaire assez divers. Donc, en fait, il faudrait faire un bilan un peu plus détaillé des politiques de Petro.
et particulièrement de sa politique de la paix totale, qui a été quand même assez, c'est quelque chose qu'il a beaucoup publicisé pendant sa campagne et aussi pendant son gouvernement. Et en fait, il a fait beaucoup de choses en termes de construction de paix. Il a mis en place et financé une justice transitionnelle qui avait été un peu stoppée pendant des années avec l'uribisme. Et il a repris des dialogues avec des groupes armés. Mais en fait, il y a eu plusieurs drames humanitaires aussi autour de la reconstruction et réarmement de plusieurs groupes armés dans la région. Par exemple, la catastrophe du Catatumbo l'année dernière, qui ont fait qu'en fait, il y a eu une recomposition du conflit armé qui a créé un peu une généralisation d'un sentiment d'insécurité chez beaucoup de personnes en Colombie. On entend aussi parler, pour expliquer la victoire de ce nouveau président colombien, de l'échec de la réforme agraire, des problèmes de sécurité, de la crise du système de santé. Vous confirmez, Valentina Santamaria, ces 3 points ? Je ne sais pas si je confirme ces 3 points. En tout cas, je peux dire qu'en termes de réforme agraire, il y a eu des grandes avancées de la part du gouvernement de Gustavo Petro, qui a fait une énorme politique de redistribution des terres. Et par ailleurs, il y a eu... Par rapport au système de la santé, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à la réforme. En fait, c'est juste que les multiples réformes qui ont été faites de manière parallèle par le président Petro ont créé un peu un sentiment d'instabilité gouvernementale. La réforme agraire, en effet, est plutôt mise à son crédit. Oui. Oui, pardon, je me suis trompée. Pourquoi la droite conservatrice traditionnelle a perdu ces élections ? Pardon Pourquoi la droite conservatrice traditionnelle dont vous parliez tout à l'heure perd l'élection et que c'est lui qui arrive. D'ailleurs, on l'a entendu, on n'a pas vu l'image, mais il porte aussi le maillot de la Colombie. Il faut peut-être en dire un mot. Ça, c'est quand même des codes qu'on peut retrouver aussi peut-être chez Javier Milei avec sa tronçonneuse. Il s'inscrit dans cette mouvance-là aussi populiste. Et peut-être aussi un mot sur le Salvador ensuite. Oui, j'aime pas beaucoup, moi, d'un point de vue analytique, le terme populisme. Qui est assez... des fois, c'est un concept qui n'a pas beaucoup qui est un peu vide d'un point de vue scientifique. Par ailleurs, c'est vrai qu'il est assez proche avec Javier Milei, surtout par exemple dans son organisation de campagne, dans son organisation militante et aussi dans une certaine violence dans le discours. C'est quelqu'un qui est assez authentique, qui s'est présenté comme authentique et qui est déjà un discours assez rodé pour les médias. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez similaire à Milei. Et sinon, pour Nayib Bukele, en fait, il y a aussi une reprise... c'est le président du Salvador. Le président du Salvador, qui se dit lui-même le dictateur cool. Voilà, c'est ça. En fait, tous les deux, ils se présentent d'une manière assez similaire, ils se ressemblent même physiquement. Et en fait, il y a aussi une idée de désinvestissement de l'État, de réduction de l'État même, et aussi une gestion ultra sécuritaire du pays avec, par exemple, il veut un projet de méga prison qu'il a à Abelardo de la Espriella qui est très similaire à ce qu'a fait Nayib Bukele au Salvador. Et surtout, un petit mot par rapport à la défaite de la droite traditionnelle, je ne sais pas si on peut l'appeler traditionnelle, en tout cas uribiste, qui a été au pouvoir de 2002 à 2010, surtout avec Álvaro Uribe. En fait, je pense que ça peut s'expliquer par le choix de vice-présidence de Paloma Valencia, qui a été la candidate pour ce parti-là, qui en fait était un peu une personnalité, son vice-président candidat, une personnalité de libéralisme social, ce que n'ont pas aimé beaucoup de ses électeurs, plutôt dans une ligne conservatrice socialement. Un mot encore du candidat de la gauche, Ivan Cepeda. Il perd à 1 point. Oui. Il met même du temps à reconnaître sa victoire. Oui, il met du temps à reconnaître la victoire, surtout à cause du peu d'écart de nombre de votes, qui était de l'ordre de 250 000 voix, en fait. Donc, c'est aussi pour ça. Après, il faut reconnaître, et c'est pour ça qu'il a reconnu le mercredi la victoire d'Abelardo de la Espriella, c'est que le système de vote colombien, il est quand même assez costaud, pour le dire d'une manière un peu colloquiale. Et du coup, en fait, il y a beaucoup moins des possibilités de fraude électorale. Quel lien Abelardo de la Espriella, le nouveau président colombien, a-t-il exactement avec Donald Trump ? Est-ce que c'est un soutien de loin ? Est-ce que c'est un soutien beaucoup plus proche, comme on a pu le voir avec Javier Milei en Argentine ? Et aussi Javier Milei en Argentine, est-ce qu'il a soutenu officiellement, voyez-vous, ce président, ou c'est plus caché ? Alors, pour Donald Trump, il s'est positionné pour Abelardo de la Espriella pendant le second tour, mais il avait déjà montré son soutien de manière implicite à d'autres moments.
En fait, c'est des candidats qui sont assez, des candidats, des présidents maintenant qui sont assez proches idéologiquement. Et Abelardo de la Espriella, il a dit qu'il avait déjà eu des conversations avec Donald Trump avant le premier tour, mais on ne sait pas trop dans quelles circonstances, etc. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'indices concrets sur cette collaboration. Par ailleurs, en fait, il a déjà beaucoup parlé aussi, en tout cas des gens proches à Abelardo ont déjà beaucoup parlé avec Marco Rubio. Donc, c'est quelqu'un d'assez proche au gouvernement Trump. Et sinon, par rapport à Javier Milei, je n'ai pas vu des prononcements particuliers de sa part. Par ailleurs, en fait, il est très proche d'intellectuels d'extrême droite argentins comme les Agustín Laje, qui est un intellectuel vraiment très très proche du gouvernement de Milei et qui a un peu créé le cœur idéologique de celui-ci. Pour expliquer l'élection de Javier Milei en Argentine, on a souvent parlé des conditions économiques très dures pour une grande partie du pays après le bilan du péronisme. Est-ce que c'est la même chose en Colombie? Qu'est-ce qui a été, selon vous, qui avait été en plus sur place, un peu les ressorts du vote? Même si, on l'a dit, c'était pas écrasant. Oui. En fait, il y a un argument économique qui est présent. Parce que Abelardo de la Espriella, il a eu beaucoup de propositions économiques, surtout pour les propriétaires, donc les entrepreneurs, etc. Mais aussi en termes, par exemple, de proposer des emprunts à 2%, ce qui est vraiment très... Voilà, je ne sais pas s'il va attractif. Je sais pas s'il va pouvoir le mettre en place, mais en tout cas, c'est très attractif pour beaucoup de gens. Par ailleurs, moi, je dirais que l'argument économique n'a pas primé en Colombie comme il a pu le faire en Argentine. C'était plutôt vraiment une opposition aussi, entre la guérilla qui a été beaucoup associée au pacto histórico, donc à la gauche, et le conservatisme, donc plus associé aujourd'hui du coup à Abelardo de la Espriella, plus qu'à Paloma Valencia, l'uribiste, qui n'a pas pu un peu prendre ça pour elle. Il a donc séduit ceux qui ne trouvaient pas leur compte dans cette fameuse réforme agraire de redistribution. C'est ça. Merci infiniment d'être passé par les enjeux internationaux sur France Culture, Valentina Santa Maria. Je rappelle que vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine à l'Université Paris 3 et qu'on peut réécouter bien sûr cet entretien à la page des enjeux internationaux sur l'application Radio France. Bientôt 7h30 sur France Culture.